faut que nous ayons le courage de dire, même si les gens sont en situation irrégulière, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est une question administrative. On accueille des gens parce que ce sont des personnes humaines. Et moi, je pense et je dis clairement qu'il faut avoir le courage d'aller jusque-là. Alors, même si vous n'avez pas le courage ou même si vous n'avez pas d'appartement, on peut au moins, autour d'un appartement, dire il y en a qui prennent des risques. Bon, on reviendra sur les risques. Mais après, autour, il y a des gens qui vont être là pour accompagner. Et donc, c'était une dame érythréenne et un jeune garçon de 14 ans qui essayaient de prendre le train à la gare de Nice. Et il y avait beaucoup de contrôles policiers. Et elle, avec d'autres personnes du réseau Éducation sans frontières là-bas, donc sont allés voir ce qui se passait. Et cette dame, en fait, c'est cette jeune femme et ce gamin qui lui ont demandé de les accompagner jusqu'à la gare de Antibes. C'est ça? Vous m'en corrigez? Elle est tombée donc sur un contrôle de police et là elle a été accusée donc de faire le passeur. Voilà. Et ce qui est très grave, c'est que donc elle a été condamnée hier, elle passait en procès hier, et elle a été condamnée à une amende forte, de 1 500 €. Fait qu'un texte qui a été voté en décembre 2012 prévoit que la première condition est que cette assistance ait été faite de façon désintéressée, c'est-à-dire sans rémunération, et un certain nombre d'autres critères. Si elle est consistée en de l'hébergement, en de l'assistance alimentaire, de l'aide médicale, je crois qu'il y en a une quatrième, il y a une quatrième possibilité qui est possible, ou pour préserver la dignité de la personne. Et tout le débat hier a porté juridiquement, en dehors des aspects moraux et politiques, a porté politiquement sur le fait de savoir si l'aide qui avait été apportée par la militante qui avait transporté 2 étrangers, donc, dont un mineur, d'un endroit à un autre, pour leur permettre de rejoindre leur famille, alors que la police les empêchait de circuler. Est-ce que ces personnes étaient en danger suffisamment grave pour que le fait de les transporter était effectivement une nécessité liée à les mettre hors de danger et à respecter leur dignité? C'est dans ce cadre-là. En ce qui concerne l'hébergement d'une personne en situation irrégulière, il est explicitement prévu par la loi. Donc on n'est pas dans le même cadre. L'hébergement, d'un point de vue juridique, si on héberge un étranger en situation irrégulière pour le mettre en sécurité, et non pas pour récupérer de l'argent, la loi précise aujourd'hui explicitement qu'on est protégé. Ce qui est nouveau, c'est que des gens de la population, qui n'étaient pas militants, très militants sur cette question-là, ont bougé en disant, premièrement, c'est scandaleux le sort qu'on fait vivre à ces personnes. Ils les reconnaissaient comme des personnes. Deuxièmement, le comportement de nos gouvernements, c'est une honte. Ils ne font pas ça en notre nom. Troisièmement, et ça c'est peut-être la plus grande nouveauté, moi je ne peux pas rester sans rien faire. Je vous raconte une histoire vraie. Arrosant, un petit village dans les Hautes-Alpes, entre Nyons et Gap. Il y a un jeune homme, une trentaine d'années, il est apiculteur, il voit ça, il réagit comme ça. Et il touche 2 personnes autour de lui en disant faut faire quelque chose. Mais premièrement, il faut s'arrêter une seconde là-dessus. Il est un peu fou, lui. Face à tout ça, il dit moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Une personne normale, avec 3 séries de guillemets, aurait dit qui suis-je pour changer quoi que ce soit à cette situation? Ça faisait des mois que je côtoyais, moi, des militants qui déprimaient et qui disaient eux-mêmes on n'y arrivera jamais. Ben lui tout seul, il se dit, peut-être qu'il était neuf, du coup il était un peu moins déprimé que les autres, il dit, moi je ne peux pas rester sans rien faire. Et donc, ces 3 personnes nous appellent, fin juillet, en disant, on n'y connaît rien, est-ce que vous pouvez nous aider? On dit, ben, oui, si vous voulez. Donc on discute pas mal, et après ils vont voir la mère, c'est un village de 500 habitants. Et ils lui disent, il y a des appartements de ville, pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas ici des réfugiés? Alors elle dit, moi j'ai rien contre, mais il faut consulter la population. C'est bien. Les maires démocrates, ça peut-être pas les rues, bon, il faut déjà applaudir. Et donc on fait une première réunion à 50. Ça fait quand même 10% de la population, c'est pas mal. Hein. Là on est un peu plus de 50. Là, mais enfin, vous voyez, c'était ça. Et on discute pendant 3 heures, et nous on a dit, tout le monde peut dire ce qu'il pense, y compris vous êtes contre, vous trouvez qu'ils nous envahissent, vous pouvez tout dire. Le dire dans le respect, mais on met tout sur la table et on discute. Comme ça semble bien se passer, 2 jours après,
eh bien le conseil municipal vote, c'est OK pour accueillir des réfugiés. Bravo. Manque de peau, dans les jours, à la fin de la semaine, il y a une pétition qui circule, qui va recueillir 150 signatures sur 500 habitants, je le rappelle, disant on n'a pas été consulté, et ensuite nous, on n'est pas d'accord, on est contre. Du coup, les médias s'y intéressent, parce que forcément, avant, c'était pas intéressant, oui. Vous comprenez pourquoi. Et au bout d'un moment, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'on ne peut pas être accueillant si une partie de la population n'est pas d'accord. On ne peut pas être accueillant pour les autres si entre nous, c'est la guerre. Alors, on se dit, il faut aller discuter avec ceux qui ont lancé la pétition. Ils y vont, et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si opposés que ça. Mais ils ont des questions, qui sont d'ailleurs relayées par le Front National, mais ce sont quand même des questions auxquelles il faut répondre, en disant, mais s'il y a s'il y a de la place pour eux, s'il y a du travail pour eux, pourquoi nos enfants sont obligés d'aller à la ville, hein? Des questions comme ça. Alors, on se dit, bon, s'ils ne sont pas complètement fermés, ils disent, nous, on n'est pas contre, mais nous, on pense qu'à Rozan, on n'a pas les moyens. Il y a déjà ces deux pauvres et tout ça. Bon, on dit alors, dans ces cas-là, on va en rediscuter, on fait une autre réunion. C'est pas suffisant qu'il y ait eu un vote et un conseil municipal qui disent oui. Il faut convaincre la population. Alors on fait une deuxième réunion publique. Cette fois-ci, il y aura 90 personnes. On va se mettre tous en cercle, comme ça. Même règle, on met tout sur la table. On va discuter plus de 3 heures, jusqu'à 11h30 du soir. On va se rendre compte que sont contre des gens qui sont des descendants d'immigrés. En disant, nous, on a été mal accueillis, très mal accueillis, on a été mis dans des quartiers ghettoisés. Est-ce que vous allez faire la même chose avec ces nouveaux arrivants? Et ce que je vous ai dit, si eux, on les traite bien, s'il y a du travail pour eux, pourquoi alors c'est pas la même chose? On va débattre de tout ça. On va leur dire, mais vous êtes les mieux placés, vous, pour nous dire comment il faut faire pour bien accueillir. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut créer des emplois. Oui, on va prendre des contacts avec les acteurs d'économie solidaire et on va aussi s'attaquer à cette question-là. Résultat des courses, une grande partie de ceux qui étaient contre ont dit on est OK. Et il y a eu un comité d'accueil de 50 personnes. Voilà. Et là, dans les jours qui viennent, ils vont accueillir, il y a eu des petites péripéties, y compris, ils ont quand même, au bout de quelques temps, il y a eu des bisbilles, mais on a arrangé les choses et maintenant ils sont d'accord pour accueillir. Eh bien, des communes comme ça, des petits villages ou des petites villes, moi j'en connais plus de 50 dans la région, et si je vois un peu plus large, on est autour de 70. C'est une vraie petite, entre guillemets, révolution. Le problème, c'est que les médias ne parlent que de ceux qui sont hostiles. Mais toutes ces bonnes nouvelles-là, ils n'en parlent pas. La semaine dernière à Manosque, il y avait 100 personnes qui étaient là pour dire « nous, on est prêts à accueillir ». Et c'est pas que Manosque, c'est aussi Gap, c'est dans plein d'autres endroits. Tout mineur doit être hébergé, être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, y compris dans notre département. Et donc, autour de ça, on essaye de constituer des groupes. Il y a des gens qui accueillent ces mineurs pour qu'ils évitent d'être en squat, pour qu'ils ne soient pas à la rue. Et on essaye de mener un combat auprès des institutions pour que les institutions assument leur rôle. D'autre part, il y a une énorme remise en cause pour tous ces mineurs, ceux qui sont pris en charge par des foyers qui étaient déjà pris en charge. Il y a un contrôle systématique qui est fait par la police de l'air et des frontières pour vérifier leurs papiers. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent accusés d'avoir des faux papiers, de faire des usages de faux, se retrouvent au tribunal, éventuellement condamnés à de la prison, et avec des remboursements à faire à l'aide sociale à l'enfance, en se basant aussi sur des mesures médicales qui sont complètement détournées, qu'on appelle les tests d'âge osseux, et donc qui détournent complètement les procédures, puisque ces tests d'âge osseux, on sait très bien qu'ils ont un pourcentage de décalage de l'âge. Voilà, donc ça, c'est le constat sur lequel on se bagarre. Mais derrière, concrètement, par rapport à l'accueil, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, il y a des tas de jeunes qui se retrouvent à la rue, alors qu'ils sont scolarisés, puisqu'ils étaient pris en charge en foyer, ils sont considérés majeurs. Bon, heureusement, il y en a pas mal qui ne vont pas en prison, ils peuvent être condamnés, mais avec des peines avec sursis. Par contre, ils n'ont plus d'hébergement. Par contre, ils sont scolarisés.
Donc nous, entre autres, le RESF, mais avec d'autres, ce qu'on essaye de monter, c'est des solutions d'hébergement pour ces jeunes. C'est pas évident, mais je pense qu'on pourrait construire quelque chose qui s'apparente à Welcome, et au lieu que ce soit une personne, il y a les jeunes pris en charge mineurs, mais il y a aussi des jeunes majeurs qui veulent poursuivre leurs études et qui sont seuls. Et tous ces jeunes-là, on essaye de construire des solutions, et je crois vraiment, donc, prendre l'exemple de Welcome, essayer de construire des accueils tournants, pour que ce soit effectivement plus facile pour les familles d'accueil, et qui permettent à ces jeunes donc d'avoir un point de chute et de pouvoir continuer leurs études, parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est surtout l'accompagnement dans la démarche administrative pour les réfugiés. Donc normalement, c'est la plateforme Asile qui a la responsabilité de faire cet accompagnement, mais franchement, c'est un accompagnement très très mauvais dans une situation, je ne veux pas dire des choses vraiment très négatives, mais c'est vraiment très mauvais. Donc il faut, pour juste poser une question, donc il faut passer une semaine, faire l'aller et le retour pendant une semaine devant la porte de la plateforme d'asile pour avoir juste un rendez-vous ou la possibilité de poser cette question. Moi, bon, je me débrouille un peu en français, donc je peux éviter tous ces problèmes, donc je fais ma démarche un peu tout seul, mais je vois les autres demandeurs d'asile, franchement, ils sont dans des situations terribles. La CIMAD a essayé aussi de temps en temps de filer un coup de main, mais ils n'avaient pas les moyens. Et la préfecture est complètement bouchée et sont même méprisants, je le dis clairement et ouvertement, même si c'est filmé, parce que c'est scandaleux la façon dont se comportent les représentants de la préfecture à ce niveau-là. Si je résume, c'est ça, vous avez signé, ensuite le reste, nous, ça ne nous regarde pas. Et comme ils ont, au lieu d'avoir 15 équivalents temps plein, ils en avaient 7,5, la moitié. Ils ont pris 2 emplois précaires pour essayer de faire ce qu'ils pouvaient. La CIMAD a essayé aussi de temps en temps de filer un coup de main, mais ils n'avaient pas les moyens. Du coup, ils ont dit, la plateforme Asile, enfin HPF qui s'occupe de la plateforme Asile, a dit, dans ces conditions, nous, on arrête. Alors, on sait maintenant qui va reprendre, c'est Forum Réfugiés, qui est aussi présent dans les centres de rétention, qui va reprendre. Le problème, c'est que le gouvernement baisse les allocations pour faire ce travail de prise en charge, et qu'il y a ils s'appellent des opérateurs disant, eux ils prennent, mais en disant, eh bien, écoutez, le service il sera équivalent à l'argent qu'on a, c'est-à-dire que les recours et des choses comme ça, mais nous on s'en occupera plus. Ça veut dire qu'on va avoir des opérateurs low cost qui vont faire le travail. C'est un scandale de la part du gouvernement, qui ne respecte pas d'ailleurs la directive européenne sur les normes minimales d'accueil, et ils s'en foutent complètement.